se retrouve aujourd'hui pour la première session de lecture chuchotée. Nous allons commencer Le Seigneur des Anneaux et la communauté de l'anneau de Tolkien. Alors, aujourd'hui, nous allons simplement lire le prologue et également la découverte de l'anneau. J'espère que ça vous plaira. Je pense mettre une petite vidéo pour vous détendre et vous relaxer pendant que je suis en train de lire. Donc, n'hésitez pas comme d'habitude, le petit like et le petit commentaire avant de vous endormir. Ça fait toujours plaisir et ça soutient. Allez, on est parti. Donc premièrement, nous allons lire le synopsis. Dans les vertes prairies de la comté, les hobbits ou semi-hommes vivaient en paix, jusqu'au jour fatal où l'un d'entre eux, au cours de ses voyages, entra en possession de l'anneau unique aux immenses pouvoirs. Pour le reconquérir, Sauron, le seigneur ténébreux, va déchaîner toutes les forces du mal. Frodon, le porteur de l'anneau, Gandalf, le magicien, et leurs intrépides compagnons réussiront-ils à écarter la menace qui pèse sur la terre du milieu? Prologue 1. Des Hobbits. Ce livre traite dans une large mesure des Hobbits, et le lecteur découvrira dans ces pages une bonne part de leur caractère et un peu de leur histoire. On pourra trouver d'autres renseignements dans les extraits du livre rouge de la Marche de l'Ouest, déjà publié sous le titre Le Hobbit, qu'on fera bien sûr. La présente histoire a pour origine les premiers chapitres du livre rouge, composé par Bilbon lui-même, premier Hobbit à devenir fameux dans le monde entier. Il leur donna pour titre Histoire d'un aller et retour, puisqu'il traitait de son voyage dans l'Est et de son retour, aventure qui devait engager tous les hobbits dans les importants événements de cet âge, ici rapportés. Mais maints lecteurs voudront sans doute en savoir dès l'abord davantage sur ce peuple remarquable. Certains peuvent aussi ne point posséder le premier livre. À l'intention de telles personnes, nous réunissons ici quelques notes sur les points les plus importants de la tradition hobbit, et nous rappelons brièvement la première aventure. Les hobbits sont un peuple effacé mais très ancien, qui fut plus nombreux dans l'ancien temps que nos jours, car ils aimaient la paix, la tranquillité et une terre bien cultivée. Une campagne bien ordonnée et bien mise en valeur était leur retraite favorite. Ils ne comprennent ni ne comprenaient, et ils n'aimaient pas davantage les machines, dont la complication dépasse celle d'un soufflet de forge, d'un moulin à eau ou d'un métier à tisser manuel, encore qui fussent habiles au maniement des outils. Même dans l'ancien temps, ils se méfiaient des grandes gens, comme ils nous appellent, et à présent qu'ils nous évitent avec effroi, il devient difficile de les trouver. Ils ont l'oreille fine et l'œil vif, et s'ils ont tendance à l'embonpoint et ne se pressent pas sans nécessité, ils n'en sont pas moins lestes et adroits dans leurs mouvements. Ils ont toujours eu l'art de disparaître vivement et en silence quand des grandes gens qui ne désirent pas rencontrer viennent par hasard de leur côté, et cet art, ils l'ont développé au point qu'aux hommes, il pouvait paraître magique. Mais les hobbits n'ont en fait jamais étudié de magie d'aucune sorte, et leur caractère insaisissable est dû uniquement à une habileté professionnelle que l'hérédité et la pratique, ainsi qu'une amitié intime avec la terre, ont rendu inimitable pour les races plus grandes et plus lourdes. Car ce sont de petites personnes, plus menues que les nains. Ils sont moins gros et trapus, disons, même
même s'ils ne sont pas vraiment beaucoup plus courts. Leur taille est variable et va de 60 cm à 1,20 m selon notre mesure. Aujourd'hui, ils atteignent rarement 90 cm, mais ils ont diminué, disent-ils, et dans l'ancien temps ils étaient plus grands. D'après le livre rouge, Pandobras Touk, le taureau mugissant, fils d'Isengrin II, mesurait 1,40 m et il était capable de monter à cheval. Il ne fut dépassé dans toutes les annales hobbites que par deux personnages fameux de l'ancien temps. Mais il sera traité de ce curieux sujet dans le présent livre. Quant aux hobbits de la comté dont il s'agit dans ces récits, ils étaient, du temps de leur paix et de leur prospérité, de joyeuses gens. Ils se vêtaient de couleurs vives et affectionnaient particulièrement le jaune et le vert, mais ils portaient rarement des chaussures, leurs pieds ayant la plante dure comme du cuir et étant revêtus d'un épais poil frisé, très semblable à leur chevelure communément brune. Ainsi, le seul métier manuel qui fut peu en honneur chez eux était-il la cordonnerie. Mais ils avaient les doigts longs et habiles, et ils savaient fabriquer bien d'autres objets utiles et agréables à l'œil. Leur visage était en règle générale plus aimable que beau. Large, avec les yeux brillants, les joues rouges et la bouche toute prête au rire, au manger et au boire. Et, pour ce qui était de rire, de manger et de boire, ils le faisaient bien, souvent et cordialement, car ils aimaient les simples facéties, en tout temps et 6 repas par jour, quand ils pouvaient les avoir. Ils étaient hospitaliers, et ils se plaisaient aux parties ainsi qu'aux cadeaux qu'ils s'offraient avec libéralité et qu'ils acceptaient avidement. Il est clair qu'en dépit d'un éloignement ultérieur, les hobbits nous sont apparentés. Ils sont beaucoup plus proches de nous que les elfes ou même que les nains. Ils parlaient autrefois la langue des hommes, à leur propre façon certes, et leurs goûts étaient très semblables à ceux des hommes dans leur inclination ou leur aversion. Mais il est impossible de découvrir aujourd'hui notre relation exacte. L'origine des hobbits remonte très loin dans les temps anciens, maintenant perdus et oubliés. Seuls les elfes conservent encore des annales de cette époque évanouie, et leur tradition ne concerne pratiquement que leur propre histoire, dans laquelle les hommes apparaissent rarement et où il n'est fait aucune mention des hobbits. Il est cependant clair que ceux-ci avaient, en effet, vécu tranquillement dans la terre du milieu durant de longues années avant que d'autres n'eussent même conscience de leur existence. Et le monde étant après tout rempli d'innombrables créatures étranges, ce petit peuple semblait de bien peu d'importance. Mais du temps de Bilbon et de son héritier Frodon, ils devinrent soudain, malgré eux, importants et renommés, et ils troublèrent les conseils des sages et des grands. Ces temps, le tirage de la terre du milieu, sont du lointain passé, et la forme de toutes les terres a été modifiée. Mais les régions où vivaient alors les hobbits étaient sans doute celles où ils demeurent encore, le nord-ouest de l'ancien monde, à l'est de la mer. De leur pays originel, les hobbits du temps de Bilbon ne conservaient aucune connaissance. Le goût du savoir, autre que la généalogie, était peu prononcé parmi eux, mais il restait encore quelques membres des plus anciennes familles qui étudiaient leurs propres livres et même rassemblaient les documents des anciens temps et des terres lointaines auprès des elfes, des nains et des hommes. Leurs propres archives ne remontaient qu'à l'établissement de la comté, et leurs légendes les plus anciennes ne se reportaient pas au-delà du temps de leurs odyssées. Il ressort néanmoins clairement de ces légendes et du témoignage de leurs paroles et coutumes particulières que,
comme maint autre peuple, les hobbits étaient dans un lointain passé déplacé vers l'ouest. Leur plus ancien récit semble entrevoir un temps où ils demeuraient dans les vallées supérieures de l'Anduin, entre les saillants de Verbois-le-Grand et les monts brumeux. On ne sait plus avec certitude pour quelles raisons ils entreprirent plus tard la dure et périlleuse traversée des montagnes et se rendirent en Eriador. Leur propre récit parle de la multiplication des hommes dans le pays et du nombre tombé de la forêt, de sorte qu'elle devint ténébreuse et reçut le nouveau nom de forêt noire. Avant la traversée des montagnes, les hobbits s'étaient divisés en 3 branches quelque peu différentes: les pieds velus, les forts et les pâles. Les pieds velus étaient plus bruns de peau, plus petits et plus courts. Ils n'avaient pas de barbe et ils allaient sans chaussures. Ils avaient les mains et les pieds agiles et lestes. Ils préféraient les hautes herbes et les collines. Les forts étaient plus larges, de conformation plus lourde. Leurs mains et leurs pieds étaient plus grands. Ils préféraient les terrains plats et les bords de rivières. Les pâles, quant à eux, étaient plus clairs de peau et aussi de cheveux, et ils étaient plus grands et plus élancés que les autres. Ils aimaient les arbres et les terrains boisés. Les pieds velus eurent beaucoup de rapports avec les nains dans les temps anciens, et ils vécurent longtemps sur les contreforts des montagnes. Ils émigrèrent de bonne heure dans l'ouest, et y parcoururent l'Eriador jusqu'au mont Venteux, tandis que les autres étaient encore au pays sauvage. C'était la variété la plus normale et la plus représentative des hobbits, de beaucoup la plus nombreuse. Ils étaient les plus enclins à s'établir dans un endroit précis, et ce furent eux qui conservèrent le plus longtemps la coutume ancestrale de vivre dans des galeries et des trous. Les forts s'attardèrent longtemps sur les bords du grand fleuve Anduin, et y craignaient moins les hommes. Ils vinrent dans l'ouest après les pieds velus, et suivirent le cours de la Sonoronne en direction du sud. Et là, ils furent nombreux à demeurer entre Darbad et la frontière du pays de Dune, avant de repartir vers le nord. Les pâles, les moins nombreux, étaient une branche nordique. Ils avaient plus de rapports amicaux avec les nains que les autres hobbits, et ils s'attendaient davantage au langage et au chant qu'aux travaux manuels, et jadis ils préféraient la chasse à l'agriculture. Ils traversèrent la montagne au nord de Foncombe et suivirent la Fongrise. En Eriador, ils ne tardèrent pas à se mêler aux autres espèces qui les avaient précédés. Mais, plus hardis et plus aventureux, on les trouvait souvent comme meneurs ou chefs de clan parmi les pieds velus ou les forts. Même du temps de Bilbon, on pouvait encore constater la puissante veine pâle dans les grandes familles telles que les Touques ou les maîtres du pays de Bouc. Dans les terres de l'ouest d'Eriador, entre les monts brumeux et les monts de lune, les hobbits trouvèrent tant des hommes que des elfes. En fait, demeurait là un restant des Dunedains, les rois des hommes qui vinrent par la mer de Louis Trenès. Mais ils diminuaient rapidement et les terres de leur royaume du nord retombaient partout en friche. La place ne manquait pas pour de nouveaux arrivants, et les hobbits ne tardèrent pas à s'établir en communauté ordonnée. La plupart de leurs premiers établissements, depuis longtemps disparus, étaient oubliés à l'époque de Bilbon. Mais l'un des premiers à prendre de l'importance avait persisté. Bien qu'en dimension réduite, il se trouvait abri au milieu du bois de Chais, à quelques 40 milles à l'est de la Comté. Ce fut sans nul doute en ces temps anciens que les hobbits apprirent leurs lettres et commencèrent à écrire à la manière des Dunedains, qui avaient eux-mêmes acquis longtemps auparavant cet art des elfes. Et à cette époque aussi, ils oublièrent les langues qui pouvaient avoir parlé antérieurement pour adopter dorénavant le langage ordinaire, nommé ouistrin, courant dans tous les
territoire des rois de l'Arnor au Gondor et le long de toutes les côtes de la mer, de Belvalas à Lune. Ils conservèrent néanmoins quelques mots à eux, ainsi que leurs propres appellations pour les mois et les jours, et un grand fond de noms personnels du passé. C'est vers cette époque que, chez les Hobbits, la légende commence à devenir de l'histoire avec une datation des années, car ce fut en l'an 1701 du tirage que les frères Palmarchon et Blancon partirent de Brie, et après avoir obtenu la permission du grand roi de Fornost, ils franchirent la rivière brune par Aduin avec une grande suite de hobbits. Ils passèrent par le pont des Arbalètes qui avait été construit du temps de la puissance du royaume du Nord et prirent tout le territoire au-delà pour y résider, entre la rivière et les monts reculés. Ils eurent pour seule obligation de maintenir en bon état le grand pont, ainsi que tous les autres ponts et les routes, de faciliter le voyage des messagers du roi et de reconnaître sa suzeraineté. Ainsi débuta la datation de la comté, car l'année du passage de Brandevin, c'est ainsi que les Hobbits modifièrent le nom, devint l'an 1 de la comté, et toutes les dates suivantes furent calculées en conséquence. Les Hobbits occidentaux tombèrent aussitôt amoureux de leur nouveau territoire. Ils y demeurèrent et ne tardèrent pas à sortir de chef de l'histoire des hommes et des elfes. Tant qu'il y eut un roi, ils furent nominalement ses sujets, mais ils étaient gouvernés en fait par leur propre chef, et ils ne se mêlaient en aucune façon des événements du monde extérieur. Lors de la dernière bataille à Fornost avec le seigneur magicien Angmar, ils envoyèrent des archers au secours du roi, ou tout au moins est-ce qu'ils soutenaient, encore qu'on n'en trouve aucune trace dans les annales des hommes. Mais, dans cette guerre, le royaume du Nord prit fin. Les Hobbits gardèrent alors le pays pour leur propre compte, et y choisirent, parmi leurs chefs, un Dain pour détenir l'autorité du roi disparu. Là, durant 1000 ans, ils furent peu troublés par les guerres. Ils prospérèrent et se multiplièrent après la peste noire, jusqu'au désastre du long hiver et à la famine qui s'ensuivit. Des milliers de gens périrent alors, mais les jours de Disette, 1158-1160, étaient depuis longtemps passés à l'époque de ce récit, et les Hobbits étaient de nouveau accoutumés à l'abondance. La terre était riche et favorable, en dépit d'un long abandon avant leur arrivée. Elle avait été auparavant bien cultivée, et le roi y avait eu de nombreuses fermes, des terres à blé, des vignes et des bois. Le pays s'étendait sur 40 lieues des hauts reculés au pont du Brandevin et sur 50 des landes du nord au marais du sud. Les Hobbits le nommèrent la comté, comme région placée sous l'autorité de leur Dain et district d'affaires bien ordonné. Là, dans cet agréable coin du monde, ils menèrent l'affaire bien ordonnée de leur vie, et ils s'occupèrent de moins en moins du monde extérieur, où évoluaient de sombres choses, au point qu'ils en vinrent à penser que la paix et l'abondance étaient de règle dans la terre du milieu, et de droit pour tous les gens sensés. Ils oublièrent ou négligèrent le peu qu'ils avaient jamais su des gardiens et des peines de ceux qui avaient rendu possible la longue paix de la comté. S'ils étaient en fait à l'abri, ils en avaient perdu le souvenir. Jamais les Hobbits d'aucune sorte n'avaient été belliqueux et ils ne s'étaient jamais battus entre eux. Dans les temps anciens, ils avaient souvent été obligés, bien sûr, de se battre pour se maintenir dans un monde dur, mais à l'époque de Bilbon, c'était de l'histoire très ancienne. La dernière bataille avant le début de ce récit est en fait la seule qui eût jamais été livrée à l'intérieur de la comté,
datait d'un temps immémorial. C'était la bataille des Champs Verts, dans laquelle Pantobras Touk défie d'une invention d'orques. Même le climat s'était fait plus doux, et les loups qui autrefois, pendant les hivers rugueux, descendaient du nord en quête de leur proie n'étaient plus qu'un conte de bonnes femmes. Aussi bien qu'il y eût encore une certaine quantité d'armes dans la comté, ne servait-elle surtout que comme trophée, suspendue au-dessus des cheminées et sur les murs rassemblés au musée de Grand Cave. On appelait celui-ci la maison des madames, car tout ce pourquoi les hobbits n'avaient pas d'usage immédiat, mais qui ne voulaient pas jeter, ils le nommaient la madame. Leur demeure avait tendance à être un peu encombrée de madames, et maints cadeaux qui passaient de main en main étaient de cette sorte. Le bien-être et la paix avaient néanmoins laissé à ce peuple une étrange endurance. Ils étaient, si les choses en venaient là, difficiles à abattre ou à tuer, et peut-être la raison pour laquelle ils aimaient si insatiablement les bonnes choses était-elle qu'ils pouvaient s'en passer en cas de nécessité. Ils étaient capables aussi de survivre aux plus durs assauts du chagrin, de l'ennemi ou du temps, au point d'étonner qui, ne les connaissant pas bien, ne regardaient pas plus loin que leurs panses et leurs figures bien nourries. Quoique lents à la querelle et ne tuant aucun être vivant pour le plaisir de la chasse, ils étaient vaillants quand ils étaient acculés et, au besoin, ils savaient encore manier les armes. Ils tiraient bien à l'arc, car ils avaient l'œil perçant, et ils frappaient juste, et pas seulement avec l'arc et les flèches. Quand un hobbit se baissait pour ramasser une pierre, il était bon de se mettre vivement à couvert, comme le savaient bien tous les animaux intrus. Les hobbits avaient tous vécu à l'origine dans des trous creusés dans le sol, ou tout au moins le croyaient-ils, et c'est dans de telles demeures qu'ils se sentaient le plus à l'aise. Mais avec le temps, ils avaient dû adopter d'autres formes d'habitation. De fait, dans la comté au temps de Bilbon, seuls en général les plus riches et les plus pauvres maintenaient l'ancienne coutume. Les plus pauvres continuaient à vivre dans des terriers de l'espèce la plus primitive, de simples trous en vérité à une seule fenêtre, ou sans fenêtre du tout, tandis que les gens cossus construisaient des versions plus luxueuses des simples excavations d'autrefois. Mais les sites convenables à ces vastes tunnels ramifiés, ou smiales, comme on les appelait, ne se trouvaient pas n'importe où. Et dans les terrains plats et les régions basses, les hobbits, à mesure qu'ils se multipliaient, commencèrent à construire en surface. En fait, même dans les régions accidentées et dans les villages les plus anciens, tels que Hobbitbourg ou Bourg de Touk, ou dans la commune principale de la comté, Grand Cave sur les Hauts-Blancs, il y avait à présent nombre de maisons de bois, de briques ou de pierre. Elles étaient particulièrement en faveur auprès des meuniers, des forgerons, des cordiers, des charrons et autres artisans, car, même quand ils avaient des trous à habiter, les hobbits avaient dès longtemps accoutumé de construire des hangars et des ateliers. L'habitude de construire des fermes et des granges avait, selon la tradition, pris naissance parmi les habitants du Maresque sur les bords de Brandevin. Les hobbits de cette région, le quartier de l'Est, étaient assez grands, lourds de jambes, et y portaient des bottes de nains par temps boueux. Mais, de notoriété publique, ils avaient une grande part de sang fort, comme il se voyait bien au duvet que nombre d'entre eux portaient au menton. Nul pied velu et nulle balle n'avait trace de barbe. En fait, les gens du Maresque et du pays de Bouc, à l'est de la rivière, qu'ils occupèrent par la suite, arrivèrent pour la plupart postérieurement dans la comté, venant du sud, et ils ont encore maints noms particuliers et maints mots étranges qui ne se rencontrent pas ailleurs dans la comté. Il est probable que l'art de construire provint, comme bien d'autres, des Dunedains, mais les hobbits ont pu l'apprendre directement des elfes, les maîtres des hommes dans leur jeunesse, car les elfes de haute lignée
n'avait pas encore abandonné la terre du milieu, et y résidait encore à cette époque au Havre-Gris, dans l'ouest et à d'autres endroits accessibles de la comté. On pouvait encore voir 3 tours des elfes d'âge immémorial sur les collines des Tours, au-delà de la marche de l'ouest. Elles brillaient au loin, au clair de lune. La plus haute était la plus éloignée, et elle se dressait isolée sur une butte verte. Les hobbits du quartier de l'ouest disaient que du haut de cette tour on pouvait voir la mer, mais on ne sache pas qu'aucun hobbit y ait jamais grimpé. En vérité, peu de hobbits avaient jamais vu la mer ou navigué dessus, et encore bien moins étaient jamais revenus pour la raconter. La plupart d'entre eux considéraient même les rivières et les petites embarcations avec une grande méfiance, et rares étaient ceux qui savaient nager. À mesure que les jours de la comté s'étendaient, les hobbits eurent de moins en moins de rapports avec les elfes. Ils commencèrent à les craindre et à se défier de ceux qui les fréquentaient. La mer devint parmi eux un mot redoutable, un signe de mort, et ils détournèrent le visage des collines de l'ouest. Peut-être l'art de construire vint-elle des elfes ou des hommes, mais les hobbits l'appliquèrent à leur façon. Ils n'élevèrent pas de tours. Leurs maisons étaient habituellement longues, basses et confortables. Les plus anciennes n'étaient en fait qu'une imitation bâtie d'esmiales, couverte d'herbes sèches, de paille ou de tourbe, avec des murs quelque peu bombés. Ce stade appartenait toutefois au premier temps de la comté, et la construction hobbit s'était depuis longtemps modifiée, améliorée grâce à des procédés appris des nains ou découverts par eux-mêmes. Une préférence pour les fenêtres et même les portes rondes était la principale particularité subsistant de l'architecture hobbit. Les maisons et les trous des hobbits de la comté étaient souvent vastes et habités par des familles nombreuses. Bilbon et Frodon Sake, célibataires, étaient très exceptionnels, comme en bien d'autres matières, par exemple leur amitié avec les elfes. Parfois, comme dans le cas des Touques, des Grands-Mials ou des Brandebouc de Châteaubrand, de nombreuses générations de parents vivaient ensemble en paix relative dans une seule demeure ancestrale à nombreuses galeries. Les hobbits étaient tous, et dans tous les cas, attachés au clan, et y tenaient un compte extrêmement soigneux de leur parenté. Ils dressaient des arbres généalogiques longs et compliqués, aux branches innombrables. Quand on a affaire aux hobbits, il est important de se rappeler qui est parent de qui et à quel degré. Il serait impossible de donner dans ce livre un arbre généalogique qui ne comprenne même que les membres les plus importants des principales familles à l'époque où se déroule le présent récit. Les généalogies qui se trouvent à la fin du livre rouge de la Marche de l'Ouest forment à elles seules un petit livre, et tout autre que les hobbits les trouveraient extrêmement fastidieuses. Eux se délectaient de pareilles choses, si elles étaient exactes. Ils aimaient avoir des livres emplis de choses qu'ils savaient déjà, posés nettement et sans conteste.